Je vous souhaite la bienvenue au tribunal pour les générations futures. Il nous faut un jury. Et c'est là où celles et ceux qui assistent à ce tribunal pour la première fois vont avoir une petite surprise. Je vais vous demander de vous saisir des livrets qui vous ont été distribués à l'entrée. Sur le coin inférieur gauche, il y a un numéro. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, ce numéro, c'est votre numéro de juré. Si vous pensiez être là pour une soirée peinard, c'est loupé. Je vais appeler 6 d'entre vous. Les personnes désignées seront notre jury. À l'issue de la séance, c'est à eux qu'il appartiendra de prononcer un verdict dans l'intérêt des générations futures. Merci donc de bien vouloir vous lever à l'appel de votre numéro. Le jury est constitué, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Chers jurés, cher public, chers membres de la Cour, si tout le monde est en place, nous pouvons, s'il vous plaît, faire entrer l'accusé. Pablo Servigne, vous êtes né en 1978 à Versailles, personne n'est parfait. Vous êtes ingénieur agronome et titulaire d'un doctorat en biologie, dont le mémoire portait sur les fourmis. Et vous vous consacrez depuis 2015 à la popularisation d'un champ d'études que vous avez contribué à créer, puisqu'il s'intitule, ce champ d'études, la collapsologie. Ces informations, cher monsieur Servigne, sont-elles exactes? Tout à fait. Alors, jurez-vous, monsieur Servigne, de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Nous allons un peu nous attarder, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu déjà tous au courant, nous allons nous attarder sur ce concept de collapsologie. La collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement de la société industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Un effondrement, en anthropologie, c'est ce qui se passe lorsque les structures politiques, sociales et économiques d'une société cessent progressivement de fonctionner et que sa population ne peut plus compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins de base, l'alimentation, l'énergie, la santé ou encore l'éducation. Dans l'histoire, les exemples d'effondrement ne manquent pas, de l'Empire romain à l'île de Pâques, en passant par l'URSS ou la Somalie, dont l'État a tout bonnement cessé de fonctionner au début des années 90. En 2015, les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens publient un essai intitulé « Comment tout peut s'effondrer ». Ils y expliquent qu'un nouvel effondrement nous guette. Cette fois pas à l'échelle d'un pays ou d'une région, mais bien à l'échelle de notre société industrielle mondialisée. Baisse dramatique de la biodiversité, pollution de l'air et de l'eau, raréfaction des ressources, hausse des températures. Les deux auteurs décrivent un système Terre au bord de la rupture et y ajoutent une donnée alarmante. Les fondements de notre civilisation que sont le monde agricole, Internet, la finance, les routes de transport maritime ou encore le réseau bancaire international reposent sur ce système Terre et seraient trop fragiles pour parvenir à s'adapter durablement à sa dégradation. Enfin, ils seraient trop dépendants les uns des autres pour parvenir à fonctionner si l'un d'eux venait à tomber en panne un peu trop longtemps. Cette analyse convoque plusieurs champs d'études. Ils la baptisent collapsologie, du latin collapsus, tomber ensemble, tomber en ruine. La conclusion des collapsologues est sans appel. À moins d'un changement radical et immédiat de modèle de société, il est très probable que nous assistions de notre vivant à une série de catastrophes en chaîne entraînant l'arrêt progressif et généralisé de nos infrastructures. Et donc, la fin du monde tel que nous le connaissons. Pour les collapsologues, la croissance verte et le développement durable sont des leurres. Au lieu de tenter de réparer un modèle de société voué selon eux à l'échec, ils exhortent leurs lecteurs à consacrer dorénavant leur énergie à inventer le monde d'après l'effondrement. Un monde de communautés locales autonomes et résilientes, consommant peu d'énergie, peu de ressources, donc peu de technologie. L'été 2018, marqué par plusieurs épisodes caniculaires, le nouveau rapport du GIEC, particulièrement alarmant, et la démission soudaine et le constat d'impuissance du ministre de l'Environnement Nicolas Hulot ont imposé la question de l'effondrement dans le paysage médiatique français. C'est la fin de la confidentialité pour les collapsologues, dont les visages et les idées s'installent dans le débat public et gagnent brusquement en notoriété. Eh bien voilà.
Voici, monsieur Servigne, le type de théorie qui vous vaut d'être là ce soir. Vous êtes accusé de défaitisme. Ce tribunal vous reproche en effet de vouloir nous faire renoncer à la transition écologique au moment même où il faudrait l'accélérer et en faire un combat de tous, pour tous et de chaque instant. Vous êtes ensuite accusé de présenter vos conclusions comme le résultat de démarches scientifiques, alors qu'elles seraient en réalité surtout le fruit de vos convictions politiques et de vos angoisses existentielles personnelles. Et dans ce tribunal, nous appelons cela de la pseudoscience. Enfin, vous êtes accusé de provoquer volontairement la détresse chez vos concitoyens afin de leur faire perdre leurs repères et de les rallier ainsi à votre cause. Et pour nous, c'est le propre des sectes. Donc ce troisième chef de mise en examen, c'est celui de dérive sectaire. Et vous allez maintenant être questionné d'abord par l'accusation qui piaffe et ensuite par vos avocats. Madame et monsieur les procureurs, l'accusé est à vous. Dans votre premier livre, vous écrivez, je cite, « Nous sommes face à un mur thermodynamique qui s'approche de plus en plus vite. » Qu'est-ce que c'est que ce mur? Vous parlez d'un pic de tout, pic du pétrole, mais aussi pic de toutes les ressources fossiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est quoi ce pic? C'est quoi ce mur? D'abord, le pétrole, c'est 75% de l'énergie qu'on consomme. C'est énorme. Le pétrole, il y a d'abord le conventionnel, c'est le pétrole qu'on s'imagine, liquide, noir, etc., et le non conventionnel. Mais le pétrole, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est une énergie rare et on est en train de la brûler. Par exemple, prenez un plein d'essence, vous brûlez un plein d'essence en joules, c'est la même chose, c'est l'équivalent de 4 ans de travail humain. Personne moyenne qui travaille pendant 4 ans, elle produit autant d'énergie qu'un plein d'essence. Un baril de pétrole, c'est 12 années et demie de travail humain. Et on est aujourd'hui en train de brûler par jour 100 millions de barils. 100 millions de barils, fois 12 années et demie de travail humain par jour, toute cette énergie qui s'envole et qui réchauffe l'atmosphère. Même les plus optimistes de l'Agence internationale de l'énergie, qui avaient toujours nié le pic, ont reconnu en 2 rapports, 2006-2007, qu'il y avait un déclin de la production. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on entre dans l'ère du non conventionnel. Vous les connaissez, les gaz de schiste, les pétroles de schiste, les sables bitumineux, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si on diminue le conventionnel, il faut augmenter le non conventionnel. Est-ce qu'on pourra continuer à augmenter ça à l'infini? C'est ça la question. Il y a plusieurs choses. Si on essaye, pour maintenir la croissance et maintenir le château de cartes de notre économie et de notre finance, il y a un problème climatique. Si on brûle ne serait-ce qu'un tiers des réserves, on explose les limites climatiques que les climatologues nous prient de ne surtout pas dépasser. Il y a un pic pétrolier, mais ces énergies renouvelables et ces gens qui travaillent à construire le monde d'après. Le monde d'après pétrole, pas le monde d'après effondrement. Pour éviter l'effondrement, qu'est-ce que vous en faites? Pour faire des éoliennes de 50 mètres, il faut de l'argent, il faut des minerais, il faut du pétrole. Pour faire aller au travail tous ces ingénieurs qui s'occupent des centrales nucléaires, de la puissance des énergies renouvelables. Nucléaire. Moi, je parle du nucléaire. Pour toute cette transition, qu'on veuille ou non du nucléaire, toute cette transition vers les énergies renouvelables, il faut du pétrole. La puissance des énergies renouvelables de type industriel dépend du pétrole. Et vous parlez de transition, mais elle est où la transition? À l'époque où on a écrit le livre, il y avait des subventions aux énergies fossiles mondiales de l'ordre de 550 milliards par an. C'est un problème. Et pour les énergies renouvelables, 120 milliards. Elle est où la transition? C'est quoi les Vélib? C'est la dynamique qui compte, c'est la tendance. C'est les Vélib, la transition. Où ils sont les panneaux solaires? Où elles sont les éoliennes? Où elles sont les démantèlements de centrales nucléaires? Ils sont où? Qui a renoncé? Est-ce que ce sont les collapsologues ou ceux qui disent depuis des années « faisons une transition et il n'y a rien qui arrive ». Vous me faites penser, vous savez, aux dindes. Alors, un peu de mesure, s'il vous ce plaît. n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Dans les dindes, un élevage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il fait toujours bon vivre, il fait chaud, il y a toujours à manger. Et vous connaissez cette dinde inductiviste, donc statisticienne, qui, en décembre, dit à ses camarades « Regardez les graphiques, tout va bien dans le meilleur des mondes, et la croissance est infinie. »
Elle dit ça le 23 décembre, la veille de Thanksgiving, et tout le monde la croit. C'est dans quel rapport, ça? Bon, c'est de la science, donc. Très bien, alors, figurez-vous, mesdames, messieurs, que cet homme est célèbre. Ça marche bien pour lui. Il y a un business de la collapsologie. Comment tout peut s'effondrer, votre premier album s'est écoulé à 500 000 exemplaires, 50 000 exemplaires, pardon. Vous avez enchaîné derrière, ça marchait bien, donc avec un deuxième album, celui de la maturité, comme on dit. L'entraide, l'autre loi de la jungle, et maintenant, voici une autre fin du monde est possible. C'est quoi la prochaine étape? Netflix? Franchement, si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais pas écrit des livres. J'aurais été bosser chez Engie ou chez Total. Là, j'aurais été sûr de faire de l'argent. Bravo! Les gens qui vous lisent, vos lecteurs, vos adeptes, vous recevez pas mal de lettres de ces gens. Est-ce que vous pouvez, dans les quelques questions que je vais poser, répondre uniquement par oui ou par non? Est-il vrai, monsieur Serving, que certains de ces lecteurs vous ont dit avoir été bouleversés, voire déprimés à la lecture de votre livre? Oui. D'autres vous ont-ils dit avoir, je cite, tout plaqué pour changer de vie, parce que votre livre avait eu sur eux l'effet d'une révélation? Oui. Certains, monsieur Serving, se sont-ils carrément brouillés avec leurs proches, parce que ces 10 proches refusaient d'entendre votre message? Oui. Voici, monsieur Serving, les indices permettant de caractériser un risque de dérive sectaire. Alors, je le fais rapidement. Déstabilisation mentale. Bon, vous déprimez les gens en racontant n'importe quoi. Trouble à l'ordre public. Je crois savoir que vous avez soutenu tous les zadistes de France. Discours antisocial. Je crois savoir que vous ne votez pas, ça tombe bien, vous êtes d'obédience anarcho-libertaire. Rupture avec l'environnement d'origine. Bon, bah là, on a compris, hein, les gens rompent avec leurs proches. Embrigadement des enfants. Les vôtres vivent désormais en terrain hostile. Atteinte à l'intégrité physique. Alors ça, je sais pas trop. Ça dépend si on est entre adultes consentants. Je vous laisse le bénéfice du doute. Exigence financière, 19 € par livre, multiplié par 3, 57 €. Bim 57 €. Alors, ma question est simple, monsieur Serving. Êtes-vous un gourou? Les collapsologues sont-ils une secte? Eh bien, parlons-en. Embrigadement des enfants, atteinte à l'intégrité physique, exigence financière exorbitante. Mais laissez-moi rire. Êtes-vous sérieux? Absolument. Alors, la deuxième et la troisième colonne, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, la première, je vous l'accorde, il y a quelque chose de troublant. Certes, le message que nous portons est toxique. Si quelqu'un, vous êtes chez vous, et toque à votre porte, c'est votre voisin, et vous dit « l'immeuble est en feu, le rez-de-chaussée brûle », qu'est-ce qui est toxique? Le voisin ou l'incendie, ou le feu? Ce que nous avons voulu faire, nous, avec les bouquins, avec les conférences, avec les ateliers, etc., c'est populariser cette notion pour essayer de prendre soin du lecteur, de ceux qui découvrent ça. Pourquoi? Pour aller lutter contre le feu. Il ne s'agit pas de claquer la porte au voisin et de dire « va-t'en, tu me fais peur ». Non, mais d'avoir le courage d'ouvrir la porte, d'aller avec le voisin éteindre le feu. Une secte, c'est quoi? Sectarer, c'est couper les liens avec l'entourage pour affaiblir les gens. Et nous, ce qu'on fait, c'est prendre soin pour qu'ils fassent des liens avec leur entourage, pour qu'ils restent debout, pour ne pas tomber, ne pas s'effondrer justement intérieurement dans les tempêtes à venir. C'est exactement l'inverse d'une secte. Je vous prenais pour un anarchiste, vous êtes simplement un catholique. Monsieur le procureur, vous avez des mots sympathiques, mais regardez ce tableau. Ne voyez-vous pas dans ces 10 critères la définition d'une multinationale? Je vous laisse réfléchir, encore une fois. On en termine.
La parole est donc à la Défense. Merci, Madame la Présidente. Trêve de pitrerie de l'accusation, nous allons, à la Défense, aborder le fond. Monsieur Servigne, après la publication de votre premier livre en 2015, vous avez été reçu à l'Élysée, à Bercy, au ministère de l'Économie. Pas vraiment le parcours d'un marginal. Est-ce qu'au sommet de l'État, on partage votre constat de l'effondrement? À l'époque, on a envoyé notre livre en 2015 au cabinet de François Hollande, à François Hollande. Et puis le cabinet nous a dit « Mais c'est super votre bouquin. En fait, on sait tout ça. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ?» Et la dame m'a répondu « Mais nous, on est sur le court terme, vous voyez. On est sur la prochaine élection. » Donc on a un appareil d'État qui n'est pas fait pour traiter ces questions de long terme. En fait, vous êtes un lanceur d'alerte. En quelque sorte, oui. Je pense que les lanceurs d'alerte sont d'utilité publique. Donc l'intérêt de notre travail et de tout ce mouvement, eh bien, c'est de désamorcer une grenade sociale, d'anticiper, de mettre cette question sur la table pour désamorcer vraiment une grenade sociale. Les collapsologues insistent notamment sur la notion d'autonomie. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel? Quand on découvre tout ça, toutes les crises, l'interconnexion entre les crises, l'hypercomplexité de notre monde fait qu'on a interconnecté le système économique, tout en flux tendu, en chaîne d'approvisionnement, etc. Mais ça a rendu le monde hyper vulnérable. Alors face à cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez-vous, je reprends une métaphore, on est comme des pantins pris avec des câbles attachés à une grande machine qui nous nourrit, qui nous chauffe, qui nous transporte, qui nous instruit, etc. Et elle est en train de s'effondrer. N'est-il pas temps de se débrancher, justement? Mais comment est-ce qu'on fait pour se débrancher? Si on le fait tout seul, on meurt. Moi, si j'ai plus un supermarché, si j'ai plus une carte de crédit ou une voiture dans les jours, les mois qui viennent, je meurs. Donc il faut apprendre à se débrancher collectivement. On ne peut pas le faire tout seul. Oui, donc en fait, vous prônez l'autonomie pour lutter contre la dépendance. C'est tout l'inverse d'une secte, ça, procureur Keller. Allez-y, allez-y. Mais peut-être que dans cette salle, Monsieur Servigne, il y a encore quelques personnes qui vous imaginent cloîtrées dans votre campagne, armées jusqu'aux dents avec des réserves de conserve, attendant le jour où tout va péter. Vous n'avez pas décrit mon quotidien. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est pas idiot de se préparer, d'expérimenter aussi que veut dire se débrancher de la grande machine. Cela dit, s'armer et anticiper les violences, il y a plusieurs manières de le faire. L'entraide est présente sur Terre, partout, chez les êtres vivants, partout depuis 3,8 milliards d'années, depuis les premières bactéries. Tous les êtres vivants, tous les individus s'entraident depuis la naissance jusqu'à leur mort, sont pris dans des relations mutuellement bénéfiques. On vit dans cette mythologie libérale que si l'État disparaît, si la nature revient, l'état de nature revient, on va tous se massacrer. Et que la nature est méchante, hostile, compétitive. C'est faux. L'être humain, c'est en partie faux. Il y a de la compétition, il y a de l'agression, mais l'être humain a des capacités prosociales immenses qu'on peut déployer facilement. Ce ne sont pas les pénuries qui sont difficiles. L'être humain, il vit dans les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec cette culture de l'égoïsme, de la loi du plus fort. C'est très clair, merci Monsieur Servigne. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Je vous demande tous d'accueillir les témoins de la Défense, Monsieur Alexandre Boisson, ainsi que Mesdames Delphine Bateau et Alexia Soyeux. Et j'appelle également les témoins de l'accusation également, Messieurs Pascal Chabot, Pascal Bruckner et Franck Bruel. Nous allons commencer par l'accusation. Monsieur Bruel, vous allez prendre directement place à la barre, sans vous asseoir. Monsieur Bruel, jurez-vous de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Très bien. La parole est donc à l'accusation. Bonsoir, Monsieur Bruel. Merci de votre présence. J'ai quelques questions. L'accusé, premièrement, prédit que la fin du monde sera la fin de tout. Y croyez-vous ou peut-on espérer que l'hydrogène que vous œuvrez à développer se substitue aux hydrocarbures? Vous avez en Allemagne un TER qui fonctionne avec des passagers et qui se déplace uniquement à l'hydrogène. Vous avez des milliers de Californiens, le pays de Tesla, qui ont choisi de rouler avec des voitures qui se déplacent à l'hydrogène.
À Shanghai, vous avez des centaines de camions qui sont pareils, et bientôt en France, vous aurez des bus qui se déplaceront uniquement à l'hydrogène, et du tuyau d'échappement de chacun de ces véhicules ne sortira que de l'eau pure. Maintenant, il y a un autre enjeu encore plus grand, c'est que le développement des nouvelles énergies, photovoltaïques, éoliens, c'est le développement des intermittences. La particularité des intermittences, c'est que de temps en temps, ça produit de l'énergie quand on n'en a pas besoin. Si j'utilise cette électricité verte pour faire de l'électrolyse, je produis de l'hydrogène au moment où je n'ai pas besoin de cette électricité et je peux la restituer, je la stocke et puis je peux la restituer au moment où j'ai besoin d'énergie. Donc l'hydrogène est une solution crédible au stockage à grande échelle. Merci. Madame la Présidente, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous visionnions notre seconde pièce à conviction. Je vous en prie. Il s'agit du témoignage d'une personne qui, à l'opposé de l'accusé, ne se dérobe pas devant les obstacles. C'est Monsieur Bertrand Piccard. Le bien connu. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les procureurs, les avocats, les jurés, je m'appelle Bertrand Piccard, je suis médecin, psychiatre, explorateur, je suis le président de la Fondation Solar Impulse et je jure de m'exprimer dans l'intérêt des générations futures. À bord de l'avion Solar Impulse 2 et accompagné de son copilote André Borschberg, Bertrand Piccard a bouclé en juillet 2016 le premier et unique tour du monde réussi à bord d'un avion propulsé uniquement par de l'énergie solaire. À travers la Fondation Solar Impulse, il se consacre aujourd'hui à la promotion de solutions économiquement profitables de protection de l'environnement. Soyons réalistes. Si on ne peut pas avoir de décroissance parce que les gens ne la veulent pas, la preuve c'est qu'il n'y a pas plus de 5% des gens qui votent écologistes, et qu'en même temps on ne peut pas continuer avec une croissance polluante comme aujourd'hui, eh bien, il faut bien chercher une voie différente, une troisième voie qui soit celle où la croissance devient propre. C'est peut-être la voie économique et la voie environnementale qui aujourd'hui nous sauvera. Madame la Présidente, si vous me permettez de m'adresser directement à Pablo pour terminer, j'aimerais exprimer ici ce qui nous différencie, vous, Pablo et moi. Pour vous, il faut se préparer à l'effondrement parce qu'il va arriver. Pour moi, il faut prendre conscience de cet effondrement possible, potentiel, de manière à l'éviter en mettant en œuvre toutes les solutions possibles qui vont augmenter la qualité de vie sur cette planète. Voilà. Bien. Pablo Servigne, si vous voulez bien, vous répondrez tout à l'heure. Monsieur Bruel, on vient de voir le témoignage de Bertrand Piccard. Est-ce que vous pensez qu'en effet, les grandes entreprises françaises puissent s'engager dans la troisième voie? Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises investissent. Notez le mot « investir » dans le développement durable. D'abord parce que très souvent, les technologies leur permettent de faire baisser leurs coûts. Mais ça leur permet aussi de rendre leurs produits, leurs propositions plus vertes, plus attractives. Et puis, il y a un autre phénomène qui, à mon avis, l'emporte sur tous les autres. Dans la lutte pour avoir les meilleurs talents, les grandes entreprises ont compris qu'il était nécessaire de s'engager. Donc il y a une réelle prise de conscience. On doit aller plus loin, toujours plus loin. Mais aujourd'hui, la prise de conscience existe. Et c'est vrai, aujourd'hui, si vous le regardez dans la communication des entreprises et dans les actes, c'est de plus en plus fréquent. Est-ce qu'il est moral de prôner une décroissance quand la majeure partie de la population mondiale n'a pas encore eu accès au confort et aux services de base? Est-ce que ce n'est pas une forme d'indécence de notre part que d'avoir une discussion sur la décroissance? Il y a un premier sujet, c'est qu'il faut se rendre compte que l'accès à l'énergie, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la santé, à une meilleure santé, et dans beaucoup de pays, c'est aussi l'accès à l'émancipation des femmes. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'arriver à développer toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui, continuer la recherche, continuer à développer et à faire des nouveaux systèmes pour qu'on puisse offrir le même niveau de confort de façon plus vertueuse à l'ensemble des populations. Vous faites un merveilleux éloge de la croissance. Absolument. Et de l'avenir. Merci, Monsieur Bruel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bruel. Procureur Keller, vous voulez ajouter quelque chose? Vous n'aviez pas été assez long tout à l'heure, je crois. Non, mais je vais être très rapide. En fait, je voudrais juste... Tout à l'heure, Madame la greffière, Madame l'illustratrice, vous avez montré un dessin et je voudrais juste vous montrer quelque chose. Parce que vous avez fait le dessin d'un précipice, je crois. Et j'aimerais juste montrer que
Souvent chez les collapsologues, bref chez les décroissants, il n'y a que deux choix quand on risque de tomber dans un précipice. C'est soit la chute, soit on s'arrête, la décroissance ou l'effondrement. Mesdames, messieurs, dans le public, qu'est-ce qui se passe quand on est devant un précipice? On s'arrête, on décroît, on s'effondre ou bien on construit un pont. Voilà. Le procureur s'est aussi dessiné. Voilà, Madame la Présidente, ce que nous ont appris messieurs Picard et Bruel, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On a utilisé des énergies qui ne sont plus de notre temps. Eh bien, on va en utiliser d'autres et on va construire l'avenir tous ensemble avec une croissance propre. Objection, Madame la Présidente, parce Oui, qu'on ne peut pas laisser dire ça. C'est assez criminel ce que dit le procureur Keller ce soir. Puisqu'en fait, j'aimerais bien qu'on voit une autre pièce à conviction, si c'est possible. C'est la une du Monde, datée du lundi 26 novembre, il y a pile 15 jours. On y apprend, notamment, M. Keller nous parle des nouveaux carburants, des nouvelles énergies à mettre en place. Et tout ce beau discours, malheureusement, est démenti par les faits. C'est des chiffres que je vais vous donner qui datent de 2016-2017, pas de 1946. Écoutez bien. 43 milliards d'euros de financement aux énergies fossiles pendant ces 2 années. Soit 71% de l'ensemble des investissements bancaires dans l'énergie. 71%. Vous appelez ça une transition? Et pendant ce temps-là, concernant les énergies renouvelables, vous savez combien c'est? Le chiffre, je ne le donnerai même pas, il est indécent. Elles n'ont pas augmenté, elles n'ont pas stagné, elles ont diminué. Les investissements des grandes banques françaises dans les énergies renouvelables ont diminué pendant ces 2 années. Donc la vérité, monsieur le procureur Keller, c'est que tant qu'il y aura une goutte de pétrole dans le sol, vous et vos amis, vous irez la chercher. Ça sera tout, Madame la Présidente. Très en forme, maître Mao. Ben oui, je disais, moi, il y a des jours, je me demande si on est vraiment dans un tribunal. Monsieur Chabot, c'est votre tour. Et j'espère que votre audition se déroulera dans le calme. Monsieur Pascal Chabot, s'il vous plaît. Monsieur Chabot, vous êtes philosophe, vous avez écrit sur le progrès, vous croyez en le progrès. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes en train d'assister au procès du progrès tout court? Il y a un progrès qui est le progrès utile, le progrès fondamentalement technocapitaliste, qui est le progrès triomphant d'aujourd'hui, vraiment triomphal, qui est le progrès auquel est promis une accélération. Et cette accélération, on peut la comprendre. L'image est très simple. Prenez tous les téléphones dont vous vous êtes servi dans votre existence, mettez-les sur une sorte de lignée phylogénétique et vous verrez quelque chose comme un progrès vers toujours plus de miniaturisation, etc., etc. Il existe à côté de ce progrès-là un autre progrès qui est à défendre, à mon sens, mais qui est aussi un progrès, qui est peut-être un progrès que j'appelle subtil. C'est un progrès dans les liens qui nous lient aux trames fondamentales, finalement, qui nous lient les uns aux autres, qui nous lient à ce qui a véritablement du sens. Mais comme dans tout débat important, la question est une hiérarchie entre les types de progrès. Et aujourd'hui, les faits nous montrent que la hiérarchie est fondamentalement en faveur du progrès utile. Je crois que sans nier ce qu'il nous apporte, car il faudrait être profondément hypocrite pour dire que le progrès utile ne nous apporte rien. Nous sommes des impatients du progrès utile. Dès qu'il n'y a plus de Wi-Fi dans une salle pendant 5 minutes, la plupart des humains paniquent. Il faut tout de même être franc avec notre ambiguïté. Profonde ambiguïté, mais donc sans remettre en question ce que ce progrès-là nous appelle, je crois qu'il faut dire que s'il y a un progrès humain fondamental, c'est celui qui nous lie les uns aux autres, nous lie à la Terre et nous lie aux acquis politiques et sociaux que nous défendons. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Chabot. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Chabot. Pascal Chabot, vous allez maintenant être interrogé, si Maître Mao daigne s'intéresser à notre témoin, daigne, Madame la Présidente. Par Maître Blaise Mao. Cette distinction entre progrès subtil et progrès utile, je voudrais juste qu'on y revienne. Vous écrivez dans votre livre que le progrès subtil, donc celui qu'il faudrait creuser, travailler, c'est, je vous cite, ça concerne les liens fondamentaux qui nous lient à nous-mêmes, à notre espèce, aux autres, à la planète, à la culture, au sens. Si je ne savais pas que c'était vous qui avez écrit ça, j'aurais cru lire du Pablo Servigne dans le texte. Vous faites en fait le même constat que lui sur l'entraide et sur le besoin de tisser du lien.
Certainement, oui, certainement. Et je pense qu'il est, il est très inspirant. Et puis, il y a une époque. Il y a une époque et parfois il y a des synchronicités dans une époque et on sait bien que la création d'un individualisme abstrait et compétitif finalement mène à une certaine tristesse. La difficulté, c'est de trouver des vraies connexions entre ce progrès subtil et quelque chose comme une humanité technicienne et qui reste technicienne aussi. Donc avoir peut-être un esprit qui nous porte davantage à ouvrir les boîtes noires de notre civilisation, à interroger, à ne pas être des utilisateurs finalement, béats, conscients, toujours heureux d'être nourris par des techniques dont nous ignorons tout. Ce serait de cet ordre-là. Moi, ce que je cherche profondément, c'est un type d'équilibre entre les différents progrès plutôt que de jouer l'un contre l'autre. C'est très clair. Merci, Monsieur Chabot. Merci beaucoup, Monsieur Chabot. J'appelle le dernier témoin de l'accusation, Monsieur Pascal Bruckner, s'il vous plaît. Bravo. Jurez-vous de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Dans l'intérêt des générations futures, je le jure, et des générations présentes qui m'importent encore plus. Alors, Monsieur le procureur, je crois que ça va être à vous. Merci d'être avec nous. J'aimerais vous soumettre une troisième pièce à conviction qui va nous replonger un peu dans notre enfance, Madame la Présidente. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Encore vous? Les survivants mourront de faim et de froid. Ils ont la peste et le choléra. Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux. Asseyez-vous et regardez ce que je vous ai apporté. Ah ah, voilà le châtiment. Non. Juste préciser que les lecteurs de Tintin savent ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire que le météore dans l'étoile mystérieuse arrive bien sur Terre. Contrairement à l'araignée. Non mais il faut le dire. Petite preuve que les collapsologues dans les années 40 et 50 avaient une longue barbe. Aujourd'hui, ils auront une petite barbichette et sont fort sympathiques. Depuis Nostradamus, écrivez-vous dans votre livre, nous avons échappé à 183 fins du monde annoncées. Dans quelle mesure Pablo Servigne, ici présent, s'inscrit dans cette longue tradition des catastrophistes? Bref, des gens qui nous disent sans cesse « demain, c'est terminé ». La fin du monde est un thème présent depuis le début de la civilisation, depuis les débuts du christianisme. Et cette fin du monde suit un schéma qui est assez récurrent, c'est-à-dire que ce qu'on explique, et ça a commencé dans le judaïsme, aussi dans le christianisme, c'est que ce monde n'est pas le bon, ce monde est le produit d'un mauvais démiurge, et qu'il faut donc le corriger. Mais pour le corriger, on n'y arrivera pas simplement par la bonne volonté, il va falloir plonger l'univers dans un chaos, souvent sanglant, et de ce chaos émergera un ordre meilleur. Vous avez écrit une phrase qui, pour le coup, et pour le philosophe que vous êtes, est d'une très grande limpidité. La vie continue, avez-vous écrit, en italique d'ailleurs. C'est cet énoncé terriblement banal, dites-vous, qu'il faut opposer au prophète de malheur. Alors c'est quoi la solution? Une certaine forme d'optimisme, il faut imaginer Sisyphe heureux, continuer à y croire. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de la croyance positive. La question que je me pose, elle est très simple, c'est est-ce que la collapsologie, sous couleur de sauver le monde, on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se prive pas d'un moyen théorique et philosophique pour réveiller l'espoir, pour ranimer les énergies? Est-ce qu'on n'est pas là en train de dire aux gens, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire, et si moi on me dit, j'ai 20 ans aujourd'hui, on me dit, le monde va s'effondrer, alors à quoi bon changer mon attitude? À quoi bon changer mon mode de vie? À quoi bon changer mon alimentation? Si je sais que dans quelques années, cet univers va tomber en ruine, eh bien, je continue à me tourner les pouces, je vis égoïstement, je consomme le maximum de calories, et après moi, le déluge. Et si on ne donne pas des raisons d'espérer aux individus, eh bien, on les prive des moyens d'action. C'est-à-dire que... Donc en fait, ils arrivent à l'inverse de ce à quoi ils croyaient parvenir. Mais je dirais qu'il y a deux peurs. Il y a une peur
qui mobilise, qui est la bonne peur. C'est celle-là qu'il faut agiter. Il y a une peur qui tétanise, il y a une peur qui stérilise et qui donc fait de nous des esclaves prêts à endurer tous les asservissements. Très bien, merci. Plus de questions, monsieur Bruckner. Merci, madame la présidente. Merci, Pascal Bruckner. Alors, je sens qu'on va arriver à la partie qu'attend la salle depuis un certain temps, c'est-à-dire le moment où vont s'exprimer les témoins de la défense. Madame Bateau, ce sera à vous l'honneur. Jurez-vous de vous exprimer ce soir dans l'intérêt des générations futures? Je le jure, Madame la Présidente, mais il y a un énorme malentendu, pardonnez-moi. Dites-moi tout. Nous sommes devant le tribunal des générations futures. J'ai entendu les chefs d'accusation, pseudo-sciences, défaitisme, dérive sectaire. Est-ce que ce ne serait pas Donald Trump qui devrait être dans le box des accusés plutôt que Pablo Servigne? On l'a prévu. Delphine Bateau, vous avez lu les livres de Pablo Servigne et de ses co-auteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat des collapsologues? Est-ce que le constat des collapsologues est juste? Le problème, c'est de rappeler que les faits qui sont énoncés ne sont pas des théories, mais sont des faits implacables. Effondrement de la biodiversité, il est en cours, au point que les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité prennent l'image, si on comparait ce qui est en train de se passer du point de vue du vivant, font la comparaison avec un accident nucléaire en disant on est dans le moment de la fusion du cœur du réacteur, quand on a 80% des insectes qui ont disparu, un tiers des oiseaux des champs, 80% des grands prédateurs marins, et je pourrais continuer la liste très longuement. Du point de vue du climat, j'étais assez consternée tout à l'heure, pardonnez-moi, qu'on puisse faire une comparaison entre l'attente du Messie et la réalité du réchauffement climatique. Le climat, le réchauffement est déjà de 1,1 degré. On est sur une trajectoire, si on respectait l'accord de Paris, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, de 3,5 degrés, 3,2, 3,5 degrés. En tout état de cause, à ce jour, il reste, d'après le GIEC, très peu de temps pour éviter un réchauffement planétaire de 1,5 à 2 degrés. Je veux rappeler que 2 degrés, ça veut dire par exemple des canicules à 55 degrés Celsius dans l'est de la France pendant l'été. Ça, ce sont des faits. Est-ce que vous croyez au développement durable? Non. Est-ce que vous croyez qu'une croissance verte, on a entendu ce terme, est-ce que vous pensez qu'une croissance verte est possible? Non. Est-ce que vous croyez à la transition énergétique? Non plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? J'ai l'expérience du pouvoir. Et en fait, on est parce qu'on a eu la démission récemment de Nicolas Hulot, on est au bout d'une logique qui a consisté à faire de ces grands enjeux qui engagent en fait nos conditions de vie, la possibilité tout simplement de vivre sur une terre qui est habitable. On a considéré que c'était un département d'action ministérielle comme un autre, et puis que tout continuait comme avant, et puis qu'on allait de ci, de là, mettre une éolienne par-ci, faire un peu d'économie d'énergie par-là. Et ça ne marche pas, parce qu'en fait, l'ensemble de notre modèle économique est fondé sur la destruction de la nature. Ce qui crée de la valeur, ce qui est bon pour le PIB, c'est de détruire la nature. Et donc, ce qui est en cause aujourd'hui, effectivement, c'est l'aspect systémique du problème qui ne peut pas se résumer, du coup, à ce qui serait une transition paresseuse, qui serait conçue comme une transition technologique, en gardant les mêmes fondamentaux du système. Ça ne peut pas marcher. Et il y a aussi quelque chose qui ne va plus dans ce mot de transition. Ça laisse entendre qu'en fait, c'est seulement un problème c'est un enjeu de long terme. Et en fait, ce n'est plus un enjeu de long terme. Les inondations de l'Aude, c'est maintenant. L'ouragan Irma, c'était l'année dernière. Les incendies en Californie, c'est maintenant. Les incendies en Grèce, c'était cet été. La canicule, c'était cet été. Les gilets jaunes, c'est maintenant. C'est pas quelque chose seulement pour plus tard, c'est pas quelque chose seulement pour les générations futures. Ça nous concerne maintenant et c'est maintenant qu'il faut agir. Merci beaucoup. Madame Bateau, vous restez en place. Madame la procureure Nega Aeriva,
vous interroger. Je voulais simplement rappeler que le débat de ce soir n'était pas de savoir si on était pour ou contre l'écologie. C'était juste au vu de ce qu'on avait entendu. C'est bien le débat pourtant. Non, c'est pas le débat de ce soir. Je ne crois pas. C'est pourtant le débat. Le débat de ce soir, c'est de savoir quelle réaction adopter face au risque de l'effondrement, risque avéré ou non. C'est les deux attitudes à avoir. L'accusation contre la défense. Moi aussi, je suis mère de famille. Et en fait, quand vous avez un enfant qui sait, au fond de lui, qu'il se passe quelque chose de grave, et que vous ne lui dites pas la vérité, ben, il a encore plus peur. Et à ce moment-là, il y a des gens qui viennent et qui peuvent exploiter ces peurs. Et ces peurs, elles génèrent des souffrances terribles. Par contre, si cet enfant, même si c'est dur, même si c'est difficile, vous lui dites la vérité, avec lucidité, ça va être une forme de soulagement parce qu'à partir de là, on peut regarder la réalité en face et on peut avancer, on peut travailler, on peut faire quelque chose. Sur la question de l'effondrement, moi, il y a certains aspects, certaines lectures trop mécanistes, certaines prévisions avec lesquelles j'ai une forme de distance ou de nuance, en particulier en ce qui concerne les énergies fossiles. Parce qu'en ce qui concerne les énergies fossiles, on ne peut pas attendre le renchérissement encore de leurs coûts liés aux coûts d'extraction, etc. On doit faire le choix volontaire de sortir des énergies fossiles. Mais la trajectoire d'effondrement général, elle est vraie et il est utile de le dire pour passer à l'action maintenant. Merci Madame Matov. Merci beaucoup. Alors nous accueillons maintenant Alexia Soyeux, deuxième témoin de la défense. Alors, est-ce que vous jurez de vous exprimer dans l'intérêt des générations? On va rester calme, on va attendre que tout redevienne normal. C'est pas grave, on s'adapte, nous les collapsologues. On a des solutions. Alexia, je peux vous appeler Alexia, parce qu'on est là, moi-même je me sens vous êtes intime là. Un peu Mireille Dumas dans cette ambiance. Ça vous décourage pas parfois la collapsologie vous savez, il y a des personnes qui sont fragiles. Vous n'avez pas peur que ces gens-là se tirent une balle? Quand on prend conscience de tout ce qui se passe, de la diversité des crises et leur interconnexion, c'est un peu comme si d'un coup on changeait de lunettes. En fait, on voit plus clair, ou en tout cas, on ne voit plus les choses de la même façon. Et pour moi, bien plus que quelque chose de déprimant, c'est un constat qui est nécessaire, qui est préliminaire. Et au contraire, c'est, en tout cas, ça a été pour moi une invitation à l'action et une envie de tout faire pour déjà limiter la hauteur de la chute. Et puis en fait, il faut aussi bien se rendre compte que quand on parle d'effondrement, beaucoup au futur, mais en fait, il y a aussi beaucoup de populations. Et pour le vivant en général, l'effondrement, il a déjà commencé. Donc il y a plein de choses qu'on peut déjà faire maintenant pour être utile. La lumière se rallume. Merci beaucoup, Madame Soyeux. Nous allons auditionner notre dernier témoin, Monsieur Alexandre Boisson, s'il vous plaît. Monsieur Boisson, jurez-vous de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Le témoin est à vous, Maître Mao. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Boisson, vous partagez le constat des collapsologues sur la très grande vulnérabilité de nos sociétés. En cas d'effondrement, cette vulnérabilité pourrait-elle avoir des conséquences dramatiques? Typiquement, là, ce soir, on est dans la ville qui a 3 jours de résilience alimentaire. Et donc, on dépend de ce fameux pétrole pour alimenter cette ville. En cas de problème géopolitique, et on va y revenir, les gens commenceraient à manquer de nourriture. Vous voulez dire qu'à Paris, on a 3 jours de survie. Donc voilà, c'est juste ça. Puisqu'on n'a plus de jardins, les banlieues ont remplacé, le béton a remplacé les jardins, et c'est pas beaucoup mieux en campagne. J'ai interviewé récemment monsieur Jean-Claude Mensch, qui est le maire l'une des villes les plus écolos de France, et il n'est pas capable, lui non plus, de nourrir sa population. On devrait tous être capables de nous alimenter. Aujourd'hui, si on a un problème de blocage de raffinerie ou un blocage géopolitique au niveau de l'approvisionnement, on ne va pas savoir manger. Alors si vous voulez, je peux vous faire de l'anxiogène très noir, parce que j'ai ressorti comment ça se passe quand les gens ne mangent plus. Typiquement, en Ukraine,
en 1932, où même l'État a dû sortir des affiches en disant « manger son enfant est un acte barbare ». Donc c'est pas à prendre à la légère le fait qu'on puisse pas manger, qu'on soit pas résilient. Et si on se place à hauteur de l'article 122.7 du Code pénal, c'est-à-dire l'état de nécessité, il n'y a plus que le maire, parce que le préfet est trop loin, il n'y a plus quand le président de la République et ses ministres sont trop loin, et le technocrate de Bruxelles encore plus loin. Donc celui qui va avoir toutes les questions, mais comment on fait, monsieur le maire, bah, c'est le maire. Nous, on s'adresse essentiellement aux communes rurales, parce que vous, si vous avez que 3 jours ici d'autonomie alimentaire, où est-ce que vous allez aller? S'il y a 10 millions de Parisiens qui débarquent à la campagne... Et qu'il n'y a rien de prêt, oui, on a un problème. Je suis la partie sombre de Pablo Servigne. Ah bah, déjà qu'il n'était pas super lumineux et optimiste. Pablo Servigne, c'est un lanceur d'alerte. Il fait l'état des lieux, comme nous on fait l'état des lieux, et on s'inquiète parce que justement on peut arriver à une société beaucoup plus humaine, beaucoup plus sobre, et c'est ce que nous essayons de faire. Typiquement, je vais vous surprendre, mais moi je pense que l'art va être un des vecteurs de sécurité, l'art de vivre ensemble, plus sobre. Ça ne sert à rien de réinventer un nouveau capitalisme. Pourquoi? Parce qu'on doit aller vers une société plus sobre, plus consciente, qui est capable de faire du système, faire à nouveau société avec différents vecteurs. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec l'audition des témoins de l'accusation et de la défense. Nous allons donc bientôt entendre les plaidoiries. Mais, Monsieur Servigne, vous avez droit à un mot de conclusion pour votre défense avant que les procureurs ne requièrent et que vos avocats ne vous défendent. Merci, Madame la Présidente. Une seule personne ne peut pas tout porter. Nous avons besoin d'être nombreux. C'est un problème qui rend fou, qui est trop complexe. Je ne souhaite pas m'isoler dans un bunker. En fait, mon bunker, c'est vous. Votre bunker, ce sont les autres, ce sont vos proches. C'est les liens qu'on tisse. Nous ne voulons pas peindre le monde en noir, d'ailleurs en vert non plus. Nous tentons juste de mettre un peu de lumière sur les ombres de ce monde. Il faut se retrousser les manches, et il y a un chemin intérieur à faire pour ne pas s'effondrer intérieurement, puis il y a un chemin extérieur, une organisation collective à faire. Il y a les deux ensemble. Nous sommes catastrophistes, mais nous ne souhaitons pas les catastrophes et nous ne renonçons pas. Ce n'est pas une question d'optimisme ni de pessimisme. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, on ne demandait pas à Churchill s'il était pessimiste ou optimiste. Il avait un mot, Churchill. Nous ne renoncerons jamais. Nous ne nous rendrons jamais. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, puisque le temps nous est compté, je vais essayer d'aller droit au but, droit à l'essentiel. La question qui vous est posée ce soir, Mesdames, Messieurs, n'est pas de s'interroger sur la réalité ou non de l'effondrement, mais elle va porter sur la manière dont nous allons y apporter une réponse. Doit-on prôner le retour en arrière et appeler ses contemporains à vivre à la manière des tribus amérindiennes? Ou bien orienter nos pensées et notre cœur vers l'avenir? Ça, c'est la réponse. C'est la question à laquelle vous allez devoir répondre, Mesdames, Messieurs les jurés. Pablo Servigne, vous êtes tout d'abord poursuivi du chef d'accusation de pseudosciences. Vous êtes en effet la parfaite incarnation d'une célèbre expression française qui est que lorsque l'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous avez vite compris au cours de votre existence que le monde se divisait en deux catégories. Ceux qui avaient pour fascination le sublime et ceux qui avaient pour fascination le monstrueux. Et n'ayant aucune appétence particulière pour la beauté, vous avez choisi d'appartenir à cette seconde catégorie et de faire de la catastrophe, du ravage et de l'effondrement votre cheval de bataille. Mais pour être le plus persuasif possible, il vous fallait apporter une légitimité scientifique. Alors vous avez saupoudré notamment vos livres d'une pincée de pics de pétrole, d'un zeste de crise financière, de graphiques, de tableaux que personne n'est en mesure de contester aujourd'hui. Vous avez choisi les chiffres et les courbes qui vous arrangeaient. Ceux-ci en l'état ne valent donc rien et je demande à la Cour de vous déclarer coupable du chef de pseudosciences. Deuxième chef d'accusation, Pablo Servigne, vous êtes également poursuivi pour dérive sectaire. Car non content de faire usage d'éléments scientifiques choisis opportunément,
Vous les exploitez pour créer chez vos adeptes un état de sujétion psychologique, les privant ainsi d'une partie de leur libre arbitre. Vous y parvenez d'abord par votre pouvoir de séduction. Vous y parvenez ensuite par le thème même de votre idéologie. La curiosité pour l'effondrement finit toujours par se transformer en un intérêt, puis en une obsession. Ceci pour une raison simple. Elle donne à celui qui en est le sujet le sentiment d'une toute-puissance, l'illusion d'en avoir été le responsable et en conséquence d'en avoir la maîtrise. Et voilà la manipulation psychologique établie. Et j'en arrive à mon troisième et dernier chef d'accusation, celui du défaitisme, le plus important peut-être, parce que le plus grave. Pablo Servigne, vous avez dit dans une interview ne pas être favorable à l'innovation technologique et préférer la création de machines à traction animale. Et puis vous avez conclu d'une manière assez confuse d'ailleurs à un retour vers le passé dans le futur. Vous favorisez ainsi la décroissance à la croissance. Et c'est là que nos deux mondes se confrontent, face au risque ou à la réalité de l'effondrement. Que direz-vous à vos enfants lorsqu'ils seront dans la quête naturelle de vitesse, de performance et d'exploit? Vous leur direz qu'il n'est pas bon de rêver aussi loin et qu'il est dangereux de voir aussi grand. Alors je vous le dis, dans une telle société, afin qu'elle perdure, il est certains mots qu'il faudra éliminer du vocabulaire. Et ce, afin d'éviter qu'ils n'éveillent une hardiesse malheureuse. Et en premier lieu desquels, les mots possibles, rêve, conquête et tous leurs synonymes. Il est là le génie humain, dans son ingéniosité, dans son inépuisable capacité à inventer et à se réinventer. Et cette seule certitude tirée de l'histoire et confortée par notre patrimoine culturel devrait suffire à redonner foi en l'homme et à nous assurer que quoi qu'il arrive, merci. Et en dépit des annonces macabres d'effondrement, il se tiendra debout et bien vivant pour s'adapter et réinventer son avenir. Merci, Madame la procureure. Maître Ouyoun, la parole est à vous pour la défense. Merci, Madame la Présidente. Cet homme qui comparaît devant vous ce soir est certes un spécialiste des fourmis, mais il n'a rien à voir avec la fourmi de la fable, celle qui se prépare au pire en fermant le verrou de sa porte. Non, Pablo Servigne est plutôt un porc. Mais pas n'importe lequel, évidemment. Plus exactement, le troisième petit cochon du célèbre conte. Vous savez, celui avec la maison en briques. Celui qui ouvre sa porte à ses frères quand ces derniers, trop sûrs d'eux et qui ne pensent qu'à jouer du pipeau, se font souffler leur maison de paille et de bois. Celui qui connaît la force du loup. Celui qui voit plus loin que le bout de son groin et nous invite à penser non seulement à demain, mais au futur lointain. Plus de pétrole, plus d'iPhone 10S, Giga, X, etc. Mesdames, messieurs, mais des idées, et des belles idées. Oui, mes amis, dans ce monde, vu par les collapsologues, l'enjeu n'est pas de survivre. Il est bien plus grand. Il est de vivre. Soyons sérieux et scientifiques. Car les collapsologues ne sont pas des religieux. Ce ne sont pas des fanatiques, encore moins. Ils se contentent de lire et recouper des chiffres, des courbes, des rapports qui vous font mal à la tête et au cœur. Et ils nous aident à digérer tout ça. Juste ça. Ah si, j'oubliais quand même. Ils proposent aussi des futurs possibles, fondés sur la coopération et le partage. Ouh, le vilain criminel, ce Pablo Servigne. Quel dangereux individu, la coopération et le partage. La vérité, c'est que notre client est un lanceur d'alerte. Il secoue le cocotier de nos consciences en nous révélant une vérité qui dérange. Mais mesdames, messieurs, je vous le demande, qui est le plus dangereux? Le biologiste qui écrit des livres ou ces capitaines d'industrie qui réclament les clés de la transition écologique tout en continuant d'extraire du pétrole et du charbon? Laissez-moi terminer avec les mots d'Edgar Morin, 97 ans, mais penseur de l'effondrement. Voilà ce qu'est l'histoire. Des émergences et des effondrements, des périodes calmes et des cataclysmes,
des bifurcations, des tourbillons, des émergences inattendues. Et parfois, au sein même des périodes noires, des graines d'espoir surgissent. Apprendre à penser cela, voilà l'esprit de la complexité. Mesdames, Messieurs les jurés, la seule chose simple ce soir, c'est ce que vous allez faire dans un instant, sans haine, sans crainte et sans peur, c'est la quitter. Merci beaucoup, maître. Mesdames et messieurs les jurés, l'heure est venue de nous retirer pour délibérer. Et je vous prie donc de suivre l'agent qui se trouve dans votre loge. Nous nous retrouvons en coulisses. Alors nous avons une décision du jury concernant les 3 chefs d'accusation qui étaient portés à l'encontre de M. Servigne. Concernant l'accusation de défaitisme, l'accusé est jugé coupable par le jury par 4 voix contre 3. Concernant l'accusation de pseudoscience, l'accusé est déclaré non coupable par le jury par 6 voix contre 1. Et concernant l'accusation de dérive sectaire, l'accusé est jugé non coupable à l'unanimité du jury. Monsieur Servigne, vous êtes donc déclaré coupable d'un des 3 chefs d'accusation. J'espère que vous aurez, dans ce procès, noté, en dehors de l'esprit un peu potache de la réunion de ce soir, quand même un souci de notre part à tous de vous laisser vous exprimer et d'apporter une contradiction tout à fait cordiale et amicale. Mesdames et messieurs de la Cour, mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, monsieur Servigne, ainsi que les témoins, je voudrais vous remercier donc de la haute tenue de ces débats et de leur qualité. Merci à vous, le public, pour le succès de cette soirée. Et vive la vie!